Lundi 18 septembre, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode de F1 Podcast. Mon nom est Martin Simon avec un C. Pour vous aujourd'hui, retour sur le Grand Prix de Singapour, la journée de samedi et de dimanche. À la fin de l'épisode, comme on en a l'habitude à tous les épisodes du lundi, réponse à vos questions que vous nous avez envoyées par l'entremise de notre page Facebook, Messenger ou notre adresse courriel f1podcast en un mot en commercial gmail.com. Et pour débuter, actualité dans le monde de la Formule 1. L'actualité cette semaine concerne F1 Podcast, qu'il me fait plaisir de vous annoncer que votre balado de F1 en français a sa toute première association et les chroniques d'actualité du lundi seront maintenant présentées par FSR Team, une équipe de simulation de course, de sim racing, un sport qui prend beaucoup d'ampleur à travers le monde. Si vous n'en avez pas déjà entendu parler, eh bien dans le e-sport, il y a de plus en plus de compétitions internationales qui s'organisent. Eh bien eux, ils sont dans une catégorie de championnat au Québec. C'est une équipe québécoise qui défend son titre cette année. Ils vont avoir la chance de défendre leur championnat par équipe qu'ils ont gagné la saison dernière. Ils ont 12 pilotes dans leur écurie. Ça va être intéressant de les suivre tout au long de la saison. Ils sont dans plusieurs divisions. Donc, dans la division 1, il y a François Goulet. La division 2 est représentée par Steve Morin et Vincent Végiard. Ensuite, dans la division 3, il y a Pascal Loyer-Durand et Christian Joly. Dans la division 4, il y a David Collin, Jean Sarrazin, Mario Tellier, Frédéric Lavoie et Étienne Durand. Et dans la division 5, c'est Frédéric Bernard qui défend les couleurs du FSR Team. Et à la porte de la division 5, dans la division Académie, c'est Mathieu Dion. Donc, tous ces 12 passionnés-là qui vont évoluer sous les couleurs du team FSR auront le logo de F1 Podcast sur leur voiture. Donc, ça va nous faire plaisir de les encourager. Et j'espère que vous allez joindre aussi l'aventure si vous avez une chance d'aller les encourager, que ce soit en les suivant sur la chaîne YouTube, le GTCQ TV. Donc, GT comme Gran Turismo, Championnat Québec. Donc, TV, vous allez pouvoir trouver ça, la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi les suivre sur Facebook. Ils ont un groupe. Vous allez pouvoir voir aussi toutes les statistiques de leur saison, les résultats. On va vous en donner aussi au cours de la saison aussi, qu'est-ce qui se passe avec eux. Mais vous pouvez les suivre là sur le FSR Team. C'est un groupe Facebook, vous allez voir. Si jamais vous ne le trouvez pas, vous pouvez m'envoyer un petit message. Vous trouvez ça par l'entremise de notre page Facebook sur F1 Podcast. Donc, c'est quoi la simulation de course pour les gens qui sont un peu moins familiers avec ça? Mais c'est un sport qui prend beaucoup d'ampleur à travers le monde. Il y a de plus en plus de compétitions organisées. Il y a même des gens qui se spécialisent là-dedans. Il y a aussi des professionnels de la course là, qui sont rendus que quand ils ne sont pas en train de compétitionner sur des vrais circuits, ben ils arrivent à la maison puis ils s'en vont devant leur simulateur puis ils participent à des compétitions internationales. Quand je vous dis des professionnels, là, c'est des gens de la trempe de Max Verstappen, Charles Leclerc et Lando Norris. Verstappen est réputé comme un des 3 meilleurs courseurs sur simulateur dans le monde. Donc, en plus d'être un double champion du monde sur la piste en Formule 1, il est aussi parmi les meilleurs au monde sur simulateur. Donc, ça vous montre un peu que où on a poussé la technologie, le côté réaliste, autant pour le graphisme que toutes les composantes de course et la connectivité en ligne entre les personnes pour être capable de compétitionner, d'avoir des forums et que ça soit vraiment à la rapidité et vraiment le plus semblable possible d'une vraie course en piste. Donc, on est vraiment rendu là dans cette technologie-là. Donc, ça permet d'avoir des très belles compétitions. Vous avez même la chance d'aller voir ça, vous écoutez ça comme à la TV, à longue, là, où je vous dis pendant peut-être 1 ou 2 minutes, mais après ça, là, on est confondu, puis on pense vraiment qu'on est en train de regarder une vraie course. C'est à ce point-là, à quel point c'est réaliste, on embarque là-dedans. Moi, j'ai eu la chance, j'ai fait mes devoirs, là, j'en avais écouté quelques-unes. Je suis pas un grand spécialiste de simulateur, là, je vous raconterai pas n'importe quoi, mais j'ai eu la chance d'en écouter une couple de courses, justement à cause de Max Verstappen, qui avait piqué ma curiosité. Il avait participé aux 24 heures du Mans l'été dernier, ou c'est peut-être durant l'hiver, là, mais c'était la saison dernière, il avait participé à cette compétition-là, puis j'avais trouvé ça très intéressant. Et puis là, je me suis fait prendre, dans les dernières semaines, je suis allé voir nos amis du FSR Team sur, justement, la chaîne YouTube que je vous ai nommée, là, le GTCQ TV, et puis je me suis fait prendre. J'ai commencé à écouter une couple de courses de qualification, c'était des choses de l'année dernière. J'ai vu aussi la course de l'Académie, là, il y a eu des qualifications, puis une petite course dernièrement. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant, puis c'est ça, j'ai embarqué, puis j'ai regardé ça jusqu'à la fin, puis j'étais dans le spectacle. Fait que si jamais vous avez un petit moment
moment libre d'aller les encourager, de voir ça. Vous allez peut-être vous découvrir justement une nouvelle passion. De la course automobile, c'est de la course automobile. Puis à longue, quand on tombe là-dessus, quand même que c'est sur simulateur, c'est assez intéressant. Puis les pilotes sont bons. Hein. Il y a beaucoup, c'est encadré, il y a des règlements. Là, il y a pas de, c'est pas une jungle là, où que tout le monde se rentre dedans. Il y a des règlements comme en course automobile avec des systèmes de pénalité. Puis des systèmes, là, c'est encadré par des commissaires de course. Donc c'est très intéressant. Donc tout le long de la saison, j'ai bien hâte de voir ce que les pilotes vont être capables de faire, de représenter les couleurs de leur écurie ainsi que celles de F1 Podcast. Donc, je vous souhaite bonne chance à tous. Donc, les 12 pilotes, allez nous chercher un championnat cette année et surtout, ayez du plaisir en représentant les couleurs de votre écurie et celles de F1 Podcast. Journée de samedi, séance de qualification en direct du circuit de Marina Bay à Singapour. Et pour la première fois en 14 Grands Prix, ce n'était pas le temps de piger dans notre poche et de sortir un 2$ pour gager sur Max Verstappen. C'était plutôt le temps de mettre notre argent sur les Ferrari. Et oui, les Ferrari pour un deuxième week-end de course consécutif. C'est eux qui ont signé la pole et c'est encore le même pilote, le numéro 55, Carlos Sainz, qui a eu le meilleur sur la Mercedes de George Russell. Et oui, les Mercedes se sont joints à la fête. On avait dit du côté de Mercedes qu'on pensait être capable d'être compétitif sur ce circuit-là et d'aller chercher le maximum de notre W14 à chaque Grand Prix. C'est une nouvelle aventure, c'est une voiture qui est très imprévisible, c'est une voiture qu'on change constamment au cours de la saison pour essayer de rattraper l'erreur de conception qui a été faite à l'arrivée des nouvelles réglementations. Eh bien, George Russell était très très près de la pole position, juste derrière Carlos Sainz. Il y avait aussi Charles Leclerc. Le top 3, là, ceux qui ont signé justement le premier, deuxième, troisième, étaient très très près. Ensuite, c'est Lando Norris. McLaren continue sur sa lancée. On sait que à Monza, c'était quand même assez compliqué à cause de la grande ligne droite. On n'a pas la voiture qui a le plus de vitesse de pointe. On a trouvé le week-end dur, mais on a réussi à limiter les dégâts. Mais à Singapour, on pensait être capable de bien s'en sortir. Et c'est ce qu'on a fait. Le numéro 4, Lando Norris, eh bien, il partait quatrième pour le Grand Prix de dimanche. Juste devant le 44 de Lewis Hamilton, lui qui était cinquième. Et ensuite, en sixième place, surprise, et oui, les Haas, l'équipe qui ne fait rien, qui ne met pas d'amélioration, mais qui ont sorti un livre sur Gunther Steiner, eh bien, ils ont réussi à avoir un bon week-end. Encore là, on le sait, Haas, c'est un peu comme Ferrari. Ils sont capables d'avoir un bon temps en qualification, sauf que l'usure des pneus prématurés vient toujours leur coûter énormément de position en course. Et ça, c'est quand il n'y a pas un bris mécanique où le moteur ne cède pas avant la fin de l'épreuve. Mais là, chapeau, Magnussen, sixième, on les attendait pas là. En tout cas, du moins, moi, je les attendais pas là. Si vous, vous étiez derrière Haas pour le week-end et vous étiez certain qu'il serait sixième, eh bien, envoyez-nous un message parce que faut qu'on se parle. J'ai envie de savoir vos opinions pour les prochaines courses parce que peut-être que vous avez des choses qu'on ne sait pas. Eh bien, Magnussen, c'est ça. Sixième devant Fernando Alonso, septième Esteban Ocon sur sa Alpine. On espérait faire mieux, hein, quoique c'était facile de faire mieux un peu pour l'écurie française. On a eu énormément de difficultés. On se plaint qu'on a 30 HP de moins que tout le monde avec notre moteur Renault. Alors sur un circuit comme Singapour, c'était beaucoup plus facile de se rendre justice qu'à Monza. Donc on voulait récupérer, retourner dans les points. Donc huitième pour Esteban Ocon en qualification. C'est un bon résultat. Devant l'autre voiture américaine de l'écurie celle du numéro 27, Nico Hülkenberg, qui s'est qualifié 9e. 10e, c'est le jeune Liam Lawson, et oui, qui continue d'impressionner, lui, depuis son arrivée en Formule 1, en remplacement de Daniel Ricciardo. Il est vraiment en train de cimenter sa place, là, de devenir un candidat plus qu'officiel à obtenir son volant en Formule 1. Je peux vous dire que si c'est pas AlphaTauri qui décide de lui en donner un, que Red Bull ne décide pas de dire écoute, on veut le garder dans la famille Red Bull, on te donne un contrat pour l'an prochain. Williams long à l'œil. C'est sûr que là, pour l'instant, on n'est pas en train de renouveler Logan Sargent, qui a toujours pas été renouvelé, justement. Puis c'est pas comme s'il est en train de faire des gros résultats en piste pour sécuriser
Williams et obtenir un contrat pour la saison prochaine. Donc, je suis certain, là, si on se décide pas chez AlphaTauri, on sait pas ce qu'on fait avec Liam Lawson, ben, il y a Williams qui va sauter sur l'occasion pour lui dire « Viens dans la famille, Williams, viens dans la famille Mercedes. » C'est que Toto Wolff est souvent impliqué pour décider les pilotes Williams parce que c'est un peu, en quelque sorte, l'écurie pour les juniors qui vont monter un jour chez Mercedes. On s'appellera que c'est où ce qu'on avait placé justement George Russell avant de lui donner sa promotion dans la grande écurie. Eh bien, Lawson là, qui continue. Moi, là, si je suis un agent de pilote, je mets beaucoup d'intérêt sur la Formula, la série Formula que lui était en Asie. Parce que dans tous les pilotes qu'on a eu dans les dernières années, là, si on exclut un gars comme Piastri qui est arrivé vraiment près, qui a gagné justement le championnat de Formule 3, championnat de Formule 2, mais le reste, là, ceux qui sont montés de la Formule 2, là, je pense à des Yuki Tsunoda, à des Nicolas Latifi, à des Nikita Mazepin. Là, vous allez dire, Martin, je pense pas que tu prends les meilleurs exemples, mais c'est né quand même des pilotes qui sont arrivés de cette catégorie-là. Logan Sargent, que je parlais juste auparavant, ces pilotes-là arrivent, ils ne sont pas nécessairement prêts. On voit que la marche entre la Formule 2 et la Formule 1 semble énorme. Mais du côté de Liam Lawson, qui lui arrive d'une série de Formula en Asie, eh bien, il semble être prêt. Il semble arriver. Et puis là, ça ne veut pas dire, c'est peut-être une exception. Peut-être que Liam Lawson, c'est juste un talent exceptionnel. Puis peu importe de où il serait arrivé prêt en Formule 1. Il y a cette maturité-là. Sauf que il semble avoir des outils dans son coffre que les pilotes de Formule 2 n'ont pas lorsqu'ils arrivent en Formule 1. Il a une confiance, il a une maturité. Il ne fait pas des accidents à tout le week-end. Il réussit à qualifier bien la voiture. Là, s'il est 10e. Donc, c'est toutes des choses qui sont intéressantes à observer. Il y avait aussi AlphaTauri, lors du week-end, on apportait des nouvelles améliorations. On se rapproche beaucoup, on veut se rapprocher le plus possible à la culture, à l'ADN de la RB19, qui est notre grande sœur de l'écurie Red Bull. Donc, c'est intéressant de voir les améliorations qu'on avait. Ça semble avoir porté fruit, sauf que c'est dur, Tsunoda est loin. Fait qu'on on peut pas vraiment comparer parce que ce qui est arrivé, c'est que Tsunoda a été bloqué par Max Verstappen. Puis là, justement, on parle de Max Verstappen. On dit, Martin, tu viens de nommer, t'es rendu à 10 pilotes, puis tu l'as toujours pas nommé. Non, il n'y a pas d'erreur. C'est lui qui a eu la 11e position. Donc, le numéro 1 partait 11e derrière une AlphaTauri. C'est justement Liam Lawson qui lui a coûté sa place en Q3. Donc, il n'a pas réussi à faire un temps pour éviter la coupure. Donc, c'est très, très rare qu'on voit ça. Autant d'une Red Bull que de Max Verstappen. Peut-être que dans le cas de Sergio Perez, on l'a vu quelques fois durant la saison, mais normalement, là, que les deux Red Bull ne fassent pas Q3, c'est quelque chose qui est assez exceptionnel. Donc, c'est ça, Verstappen, lui, qui s'est retrouvé à la 11e place, mais il avait bloqué Yuki Tsunoda. Donc, Tsunoda, encore là, on ne peut pas vraiment donner une référence sur est-ce que la AlphaTauri est vraiment était supposée être en 10e position. Il a été bloqué. Donc, on ne peut pas vraiment savoir, mais chapeau à Lawson, il a fait un très, très bon travail de mettre sa voiture là. Pierre Gasly, lui, était 12e. Sergio Perez, l'autre Red Bull, 13e. Alexander Albon, 14e. Yuki Tsunoda, justement, qu'on disait qu'il avait été bloqué, 15e. Valtteri Bottas, 16e. Oscar Piastri, 17e. Logan Sargent, 18e. Et Guan Yu Zhou, qui vient tout juste d'obtenir son nouveau contrat, eh bien, lui, 19e. Eh bien là, qu'est-ce qui se passe avec Lance Stroll? Eh bien, Lance Stroll, en Q3, est allé fracasser sa voiture contre le mur. Un violent impact. Il était chanceux de s'en sortir de la voiture. Pas mal indemne. Il était obligé d'aller quand même au centre médical, là, comme on fait, c'est la procédure, surtout quand on a un impact à haute vitesse comme ça. Mais pour le lendemain, on a annoncé qu'il ne pouvait pas, un petit peu avant la course, on a annoncé qu'il ne pouvait pas participer à l'épreuve. Donc, après une consultation avec Aston Martin, qui devait aussi reconstruire la voiture. Lui aussi, il n'était pas nécessairement à 100%. Donc, on a décidé de tout concentrer nos efforts pour le Grand Prix du Japon qui aura lieu la semaine prochaine. Donc, on avait le droit à une grille à seulement 19 voitures pour le Grand Prix de dimanche à Singapour. Parlant de la journée de dimanche, eh bien, allons-y. Dimanche à Singapour, jour de course, et ce qui retenait l'attention, c'est ce qui était déroulé le samedi. Ça s'est poursuivi le dimanche. La question était, pourquoi Max Verstappen n'a pas eu de pénalité? Eh bien, c'était une bonne question et je me suis demandé la même que vous. C'est assez étrange, ça, pourquoi la FIA n'a pas décidé de sévir. Pourtant, c'était assez clair. On avait deux enquêtes qui étaient assez claires sur Verstappen. La première, c'était qu'il avait bloqué la ligne des puits, sauf qu'il n'y a pas de règlement qui dit, c'est bizarre, ça va sûrement être ajouté, que c'est interdit de bloquer ou de retarder les gens dans la ligne des puits. Ouais.
c'est bizarre. Puis lui, il est resté là, on a dit qu'il était resté de façon stationnaire pendant 18 secondes. C'est quand même énorme. Puis lui, il attendait que le trafic passe. Pendant ce temps-là, il bloquait les gens en arrière. Donc la FIA a révélé dans le rapport comme quoi qu'ils ont jugé qu'ils n'avaient pas gagné d'avantage et qu'ils n'en avaient pas coûté aux autres. Donc il n'a pas pénalisé les autres. Donc on a décidé de ne pas sévir. Donc premier dossier, poubelle, il est acquitté. Deuxième dossier, c'est il a bloqué Tsunoda. Ça, on regarde la vidéo et puis écoute, si c'est pas bloqué, c'est pas mal la définition de bloquer quelqu'un. Ça a coûté la qualification de Tsunoda, donc des fois on sait, on regarde, si ça n'a pas pénalisé quelqu'un, ben là, à ce moment-là, on passe par-dessus ça, mais là, il avait clairement bloqué Tsunoda. Donc, on s'attendait à une pénalité, sauf que dans le rapport, on a publié, on a expliqué pourquoi on ne donnait pas de pénalité. Donc, le rapport dit, le pilote de la voiture 1, c'est comme ça qu'on parle, on les nomme pas. Donc, le pilote de la voiture 1, Max Verstappen, selon son conseiller sportif, son directeur sportif plutôt, lui, il a dit, on lui a pas signalé que le pilote de la voiture 22 approchait Verstappen. Donc, on lui a pas dit. Fait que, ça, à ce moment-là, ça change pas grand-chose. C'est déjà arrivé dans des situations. Ferrari, il n'avait pas averti Sainz. Leclerc n'avait pas été averti à Monaco. C'est très, très rare qu'on ait décidé de dire « Ah, ben, il ne savait pas, fait que c'est pas grave. » Normalement, la faute va quand même, que ce soit l'équipe ou le pilote, la faute va quand même à la voiture, puis on pénalise pareil. Donc ça, c'est étrange, de ce côté-là. Mais on a dit, nous, on n'y a pas dit, c'est de notre faute, blablabla. OK, fait que ça, c'est la première chose. Mais la chose qui a retenu l'attention, c'est qu'on mentionne dans le rapport que le pilote de la voiture 22 ainsi que son équipe ne s'est pas présenté à la réunion. Parce que normalement, comment ça fonctionne, c'est qu'on envoie une invitation aux deux parties pour venir participer à l'enquête, fournir leur version des faits, puis après ça, on en tire des conclusions. Donc, du côté de AlphaTauri et de Yuki Tsunoda, on ne s'est pas présenté. Là, ça a laissé place à certaines théories, dont moi j'étais un des premiers, non aussi autant que vous, à le penser, de dire c'est quoi l'intérêt à Yuki Tsunoda d'aller témoigner contre son employeur quand il y a toujours pas de contrat en poche pour l'année prochaine. On sait, AlphaTauri, c'est une écurie qui appartient à Red Bull. Donc pourquoi que lui irait là? C'est un méchant conflit d'intérêts. Aller devant le parti et dire votre double champion du monde, Max Verstappen, la vedette de l'écurie, ben il m'a fait ci, puis il devrait être pénalisé. Ben, c'est tout dans son intérêt de dire moi je reste chez nous, on va pas me foutre là, je veux un contrat l'année prochaine. Fait que ça, c'est la première théorie qui vient en tête de dire il y a anguille sur roche, il y a quelque chose qui s'est passé là. Il y a aussi le fait que AlphaTauri, justement, appartient à Red Bull. Donc aussi, on veut-tu vraiment aller témoigner contre l'autre écurie? À ce moment-là, ben c'est ça. Là, la question est bonne. Tellement bonne que la FIA a décidé d'éclaircir la situation et de dire non, lâchez ça, cette histoire-là, c'est nous qui avons commis une erreur. Donc, comme je vous disais, on dit qu'on envoie des invitations aux deux parties. Donc là, il semblerait qu'on n'a pas envoyé du côté de Yuki Tsunoda et du côté d'AlphaTauri. On n'a pas eu l'invitation, on ne savait pas qu'il y avait une rencontre. Ça, c'est un peu bizarre, parce que on sait qu'on s'est fait bloquer, on doit s'attendre, ou des fois, non, mais en tout cas, on n'a pas eu, du côté de l'avion, on dit, nous, on ne l'a pas invité. Pourquoi on ne l'a pas invité? C'est qu'il y avait un autre dossier, dans le cas de Logan Sargent et Lance Stroll, puis comme Lance Stroll était parti à l'hôpital, on a décidé de ne pas envoyer l'invitation parce qu'on dit qu'il ne pourrait pas venir. Finalement, on a décidé qu'on n'avait pas besoin de lui, puis il semblerait qu'on a gardé le même format dans l'envoi des courriels, d'envoyer le courriel à juste un parti et non à deux parties. Donc, quand c'est venu le temps de passer au dossier Verstappen, on l'a envoyé seulement à Red Bull et non à AlphaTauri. C'est l'explication que la FIA nous donne. Encore là, on n'était pas obligé de donner cette information-là. On a décidé de clarifier. On voulait que ça arrête de partir des histoires de conspiration puis tout ça. Sauf que je peux comprendre que l'hypothèse est quand même encore plausible de dire est-ce qu'AlphaTauri voulait vraiment aller là, mais en tout cas. Fait que c'est ça. Mais la FIA a éclairci la situation, donc supposément que c'est leur erreur. On n'avait pas envoyé l'invitation. On ne savait pas qu'il y avait cette rencontre-là. Donc c'est ça qui fait que c'est ça. Ça a donné la place encore à plusieurs discussions de dire, mais là, il me semble que c'est pas juste, il n'y a pas de pénalité, les choses. Moi, je pense que la FIA, on a encore un problème, mais c'est pas seulement envers Max Verstappen, c'est envers tous les pilotes qui ont un certain nom et les écuries qui ont un nom. Pour certains, ça va être plus facile de toujours garder en tête, de dire « Ah non, c'est juste quand c'est Verstappen », mais Verstappen, ça a été un des pilotes les plus pénalisés dans les dernières années. Donc, dans ces points même, il y en a certains qui prenaient ça pour le ridiculiser, de dire le nombre de points qu'il avait de démérite sur son permis et sur sa super licence. À un moment donné, il était parmi ceux qui en avaient le plus, puis Hamilton était parmi ceux qui en avaient le moins. Donc, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y en a un qu'il faut quand même t'en aies des pénalités pour avoir ces points-là. Donc, on en donne à Verstappen, sauf que je dirais que ça va beaucoup. On y va du cas par cas, et non avec le livre de règlement. Si on prend par exemple à Monza,
on prend la chance, on prend le temps de rencontrer tous les écuries, de dire, là, pendant la qualification, on veut pas de niaisage avec le trafic. Il y a un temps minimum, puis si vous ne respectez pas ce temps minimum-là, c'est une pénalité. Si on fait ça juste avant qu'on se lance en piste pour les qualifications, tout le monde dit OK, parfait, c'est ça le règlement, parfait, c'est clair, puis tout le monde, on s'en va en piste. Excusez. 30 minutes après, les deux Ferrari ne respectent pas le temps minimum. Puis finalement, on dit pas d'enquête, pas de pénalité. Mais là, il y a 30 minutes, tu as dit à tout le monde que c'était ça le règlement. Ça a été dit à TV. Ils ont commencé la séance de qualification à la télévision en disant attention, règlement, ça va se passer de même aujourd'hui. Là, on dit OK, c'est ça la ligne directrice pour tout le monde. Puis 30 minutes après, c'est plus ça. Mais encore là, du cas par cas, on a les deux Ferrari à Monza devant des tifosi qui sont en train de virer fou dans les estrades pour encourager leur équipe. Puis là, on veut pas commencer à arriver et dire les deux commencent avec une pénalité demain. Et on n'a comme pas voulu faire ça. Fait qu'encore là, du cas par cas, à place de se fier au livre de règlement, on y va par la couleur de la voiture, le nom du pilote, puis c'est ça. T'sais. C'est la même chose. Il y a quelques Grands Prix, pendant les séances de qualification, Russell rentre en contact avec Hamilton. Si c'est pas bloquer quelqu'un, là c'est plus que bloquer. T'es rendu que t'es dans sa voiture. Les deux se rentrent dedans. Puis normalement, on est supposé sévir. Si ça avait été deux voitures de deux autres couleurs, si ça avait été deux voitures pas de la même écurie, on aurait sûrement sévi, mais le règlement est pas supposé tenir compte de si c'était la même écurie ou pas. C'est supposé tenir chaque pilote. Finalement, on a passé ça, pas de pénalité. C'est pour ça que je vous dis, faut pas juste retenir juste un côté. Il y a vraiment des zones grises ou des interprétations des règlements qui se font à tous les week-ends sur tous les pilotes différents, sur tous les écuries différents. Donc, c'est un peu dur à suivre cette ligne directrice-là. Pour ce qui est du Grand Prix, parce que oui, on avait un Grand Prix après tout ça. On n'avait pas juste une histoire de pénalité avec Max Verstappen. On avait un Grand Prix. Et c'est Carlos Sainz qui a remporté le Grand Prix de Singapour dans une course. Moi, je l'ai trouvé très intéressante. Premièrement, elle est en deux temps. Le premier étape, c'était très stratégique. Moi, ce genre de course-là, j'aime ça parce que ça nous donne la chance de voir. Moi, pendant ce temps-là, je suis là, puis je fais plein de calculs, puis je me dis, lui, il y a une possibilité, lui, il peut faire ci, lui, il peut faire ça, l'autre, il peut faire ça. Fait que moi, je trouve ça intéressant. Puis dans le deuxième temps, là, ça s'est activé, puis là, c'est devenu, il y avait beaucoup d'actions en piste, puis on pouvait voir les voitures commencer à les chercher. Chapeau à Carlos Sainz. Il y en a qui ont trouvé, là, c'était peut-être une course facile, c'est très demandant, Singapour, autant du point de vue mental, stratégique, c'est très, très, très demandant. Donc, s'il a réussi à accomplir en fin de semaine de gérer les pneumatiques, de pas faire d'erreur, gérer la pression, parce que les voitures étaient très près de lui tout au long de l'épreuve. On a fini, là, tout à l'intérieur, disons, Norris a fini à l'intérieur d'une seconde, mais on était tous très proches au fil d'arrivée. Donc, c'était une course qui demandait beaucoup. Et à aller jusqu'à la 6-7e place, on pouvait toujours gagner l'épreuve. Donc, on était à une erreur près. Peut-être qu'une voiture à l'arrière peut saisir une opportunité, qu'une voiture de sécurité ou quoi que ce soit, et remporter l'épreuve. Du côté de Red Bull, on s'est lancé 11e avec Verstappen. On a décidé de choisir les gommes dures. Pourquoi qu'on choisit les gommes dures? On est allé avec une stratégie un peu comme on avait fait à Miami, où il avait fait le coup à son coéquipier de dire, moi, je vais partir en gomme dure. Puis là, quand vous allez tout être forcé de rentrer au puits, ben là, moi, je vais profiter de ce temps-là en piste seule avec de l'air propre pour gagner du temps. Donc, c'est ça qu'on misait là-dessus pour le week-end. Et ça a failli s'avérer gagnant, sauf que la voiture de sécurité, au départ, elle est tombée à un mauvais moment pour Red Bull, à cause que les voitures, toutes les voitures en avant ont pu rentrer, avoir un arrêt au puits pratiquement gratuit, parce qu'on sait que ça coûte moins de temps de s'arrêter sous une voiture de sécurité. Et puis à ce moment-là, Verstappen ne pouvait pas s'arrêter, parce que là, si on mettait des gommes médiums ou des gommes tendres, il ne pouvait pas se rendre jusqu'à la fin. Les autres avaient parti en gomme médium ou en gomme tendre pour Leclerc, et là, on mettait des gommes dures, on pouvait aller jusqu'à la fin. Mais Verstappen ne pouvait pas faire ça. Il n'avait pas cette possibilité-là. Si on s'était arrêté, puis on avait décidé de dire, on va garder les gommes dures encore, mais là, il aurait fallu qu'il arrête une autre fois, parce qu'on sait le règlement dans une course qui se déroule dans le sec, c'est qu'on doit utiliser au moins 2 trains de pneus différents, donc 2 gommes différentes. Donc, si on avait déjà utilisé les gommes dures, on ne pouvait pas remettre les gommes dures. On pouvait, sauf qu'il aurait fallu s'arrêter une autre fois. Donc, c'est ça qui a causé, excusez-moi, c'est ça qui a causé le petit problème de stratégie. Là, on a décidé de dire, on va rester en piste, on va essayer d'étirer ça, on va attendre. Il s'est retrouvé deuxième, ce qui n'est pas si mal que ça quand tu pars 11e. Sauf que là, ses pneus avaient 30 tours comparativement aux autres qui étaient sur des gommes flambant neuves. À ce moment-là, il ne pouvait pas se faire justice. Il a perdu des positions. Ça a été la même situation pour Perez. Quand c'est venu le temps de rentrer, qu'on s'est rendu à l'évidence qu'il fallait rentrer, on y était. Puis quelques tours après, ben là, il y a eu une voiture de sécurité virtuelle. Donc encore là, ça n'a pas tombé à point. On sait que Red Bull sont les meilleurs pour trouver les bonnes stratégies. On avait la bonne, sauf que ça prend un facteur chance aussi, puis le facteur chance, malheureusement, il n'était pas du côté de Red Bull pour ce week-end-là. Donc, ça a tout enlevé les chances de pouvoir gagner. Sauf qu'on a quand même réussi à remonter le peloton, puis on peut dire,
peut dire, rééchapper le week-end, parce qu'on était quand même compétitif en vitesse, en mode course. On sait la Red Bull, en qualification, des fois, on fait un petit compromis. Là, c'est un gros compromis sur la performance. Mais en course, normalement, la voiture prend vie, puis on est capable d'être assez dominant. Donc, il était quand même, on voyait que la voiture avait quand même un certain potentiel lors du Grand Prix. Mais je reviens à ça. Sainz remporte le Grand Prix devant Norris. Qu'est-ce qui arrive en fin d'épreuve? Il arrive que lorsque la voiture de sécurité virtuelle, eh bien, il y a juste Mercedes qui décide de rentrer et d'aller mettre les gommes médium, de mettre des gommes flambant neuves, puis dire, nous, on va aller attaquer les voitures. À la fin, on va remonter, puis on va essayer d'arriver à temps avant le fil d'arrivée pour passer Norris et Sainz. Le problème qui est arrivé, c'est que qu'est-ce qu'on s'attendait pas, c'est que Carlos Sainz et Lando Norris, qui sont des anciens coéquipiers, mais qui ne sont plus des coéquipiers, donc la voiture rouge Ferrari et la voiture orange de McLaren, ont travaillé plus en équipe que les deux Mercedes. Les deux Mercedes, on a décidé d'y aller le tout pour le tout. On avait Russell plutôt, qui lui donnait tout pour aller attaquer, pour essayer de remporter cette épreuve-là. Puis en arrière, on avait le bon vieux serpent, le bon vieux requin, Lewis Hamilton, qui lui, il attendait juste la petite erreur de Russell pour sauter là-dessus puis bénéficier d'un podium, de finir troisième. Donc, il n'a jamais laissé de place à Russell. Il n'a jamais vraiment laissé l'endroit. Il a mis de la pression tout le long. C'était pas vraiment le meilleur travail d'équipe, mais encore là, nous, c'est ce qu'on veut voir à la maison. Souvent, les gens vont dire, ah, ben là, il n'a pas été correct à ses coéquipiers, il n'y a pas de chose. C'est sûr. Les gens qui pensent que c'est un sport d'équipe, la Formule 1, c'est pas vraiment un sport d'équipe. Surtout pas quand t'as des gars champions du monde, vieux serpents, requins à la Lewis Hamilton. Puis ça, je dis pas ça de façon négative. Ça prend ça pour devenir champion du monde. Il faut que tu saisisses toutes tes opportunités. Il faut que tu respires. Là. Quand ton adversaire, quand il y a du sang, il faut que tu sois capable de saisir ça. Puis il y a un gars comme Lewis Hamilton est capable de le savoir. Donc, il n'a pas laissé d'espace à George Russell. Est-ce que Mercedes a pris la bonne décision de laisser faire ça? Je pense pas. Parce que du point de vue spectacle, c'est intéressant. Mais du point de vue équipe, on a perdu gros pendant le week-end. On avait une opportunité. On est deuxième au championnat chez Mercedes. Félicitations, vous êtes deuxième au championnat. Ça, vous n'avez pas de victoire encore. Puis ça, c'est ça le problème. C'est que là, on avait une opportunité de dire, non seulement on va être deuxième au championnat, mais on va être une équipe qui a remporté au moins un Grand Prix durant la saison. Puis est-ce que l'opportunité va se représenter ailleurs avec d'autres écuries, avec d'autres erreurs de Red Bull? Pour l'instant, Red Bull nous a pas montré qu'il était une équipe qui faisait beaucoup d'erreurs lors des dernières saisons. Puis c'est peut-être juste la seule opportunité qu'on avait cette année de le remporter, ce Grand Prix-là. Puis là, on l'a échappé. C'est plutôt Ferrari qui est allé chercher ça. Puis en plus, non seulement on n'a pas la victoire, mais on s'est ramassé avec seulement une voiture qui finit l'épreuve. Puis là, Ferrari remonte tranquillement le peloton. On a l'air d'être la voiture qui est rendue la deuxième au championnat. On a McLaren qui semble avoir passé en avant de nous. Excusez-moi, encore des problèmes de tout. Donc, on a des problèmes chez Mercedes, puis on aurait pu peut-être y aller de façon plus être un peu plus conservateur dans notre approche, puis de dire à Hamilton, laisse un peu de place à George Russell, écrase-les pas comme tu fais, puis vous allez travailler ensemble, puis vous allez les avoir vos opportunités, mais à la place, on a décidé de travailler un peu un contre l'autre. Hamilton a travaillé contre Russell, puis ça a fini que ça n'a pas été payant pour l'écurie en bout de ligne, ça a été payant seulement pour Hamilton, puis lui il était bien content à la fin, pas trop de mentions sur Russell, là. Hey, bravo les gars, on a bien fait ça, good job l'équipe, tout ça. Ça a été justement en entrevue quand il a posé la question, qu'il dit ah oui c'est plate pour George, tout ça, mais tu voyais que c'est sûr qu'il s'est fait battre pendant le week-end par George Russell, il roulait derrière lui, il était pas capable d'aller chercher. Le week-end dernier, c'était un peu la même situation aussi. Donc, je pense que ça y a, je dirais pas fait plaisir, mais je pense que l'opportunité s'est présentée à lui, puis il était bien content de dire, moi, je finis troisième, on va sur le podium, il réglera ses affaires, le jeune Russell. Puis pour George Russell, eh bien, j'ose croire, mais j'ose penser que ça lui a donné peut-être une petite dose d'humilité, cet accident-là. Lui qui avait pris la liberté il y a quelques semaines d'expliquer à la planète Formule 1 en entier que quand tu as une voiture rapide, comme Red Bull et Max Verstappen a, eh bien c'est facile n'importe qui pourrait gagner. Il a laissé sous-entendre qu'à peu près n'importe qui pourrait gagner dans une voiture comme celle de Red Bull. Par contre, George Russell avait la voiture la plus rapide en piste lors des dernières courses, lors des derniers tours dimanche à Singapour. Par exemple, là, lui a appris la réalité du sport est venu le frapper en pleine face de dire c'est bien beau d'avoir la marchandise, George, mais il faut savoir livrer quand l'occasion se présente. C'est facile de dire ah oui, gagner quand la voiture est plus rapide, mais c'est plus que ça de la Formule 1. Puis tu devrais être placé pour le savoir, de dire que ça prend la concentration. Il faut que tu sois capable de tourner des opportunités en victoire. Il faut que tu sois capable de saisir ta chance et de faire du succès avec ça. Il faut que tu sois capable de faire ça course après course, séance après séance, qualification après qualification. Donc, c'est pas facile de remporter 10 Grands Prix de suite. C'est pas n'importe qui peut faire ça. Puis là, tu viens de t'en rendre compte parce que tu avais la chance
de remporter un Grand Prix. Tu avais l'opportunité d'avoir la voiture la plus rapide en piste, d'avoir 2 pilotes à ta merci en avant de toi. Puis c'est quoi qui est arrivé? Puis la réalité t'a frappé en pleine face. Tu as vu que la réalité du sport, c'est que c'est plus dur que tu le penses. C'est un accident, ça arrive facile. Une petite erreur de concentration, 1 centimètre trop à côté, ça vient de coûter un Grand Prix. Eh bien, c'est ça la différence entre un pilote et un champion du monde. Puis un jour, George Russell, il va être un aspirant à être champion du monde, mais il y a encore des choses à finir à travailler. Puis s'il pensait que c'était juste une question d'avoir une voiture rapide, puis c'est comme ça que tu deviens champion, que ça prend pas plus que ça en Formule 1, que c'est juste un sport de bonne voiture, eh bien là, il a peut-être compris, en fin de semaine, j'ose croire qu'il a compris une leçon, de dire, finalement, là, les pilotes qui font des dominations comme Michael Schumacher, comme Sébastien Vettel, comme Lewis Hamilton et comme Max Verstappen, ben, ils méritent le respect parce que d'être capable de faire ça, séance après séance, qualification après qualification, course après course, tour après tour, eh bien, ça demande plus qu'une bonne voiture, ça demande aussi énormément de talent, de concentration et de force mentale. À part de ça, mais dans la course, il y a eu Lewis Hamilton qui était venu chercher un podium, on vous l'a dit, 3e, Charles Leclerc, 4e, Verstappen, il suffisait d'un petit tour pour être capable d'aller chercher Charles Leclerc, il manquait juste un petit tour puis il finissait 4e. Ensuite, Pierre Gasly, très bonne course de sa part, 6e. Oscar Piastri, encore une fois, super Grand Prix. Piastri n'avait pas les mêmes améliorations que son coéquipier Lando Norris, donc c'est intéressant à voir. On parle de 2 dixièmes de différence, c'est comme ça qu'on fonctionne chez McLaren, c'est correct, beaucoup d'écuries fonctionnent de même. Quand on a les morceaux, on s'occupe de la première voiture, puis après ça, quand on est capable d'avoir le reste de l'usine, ben le week-end d'après, normalement, Piastri reçoit les mêmes améliorations, donc il va les avoir pour le Grand Prix du Japon, mais c'est encore une très belle performance. J'ai hâte de le voir si on est capable de gagner un autre 2 dixièmes du côté de Piastri, voir ce qu'il va être capable de faire au Japon, quoique on sait qu'on n'a pas beaucoup de vitesse de pointe chez McLaren, mais on va essayer quand même d'être compétitif. Ça va être intéressant à suivre le week-end prochain. Pour ce qui est de Perez, 8e, il a fallu qu'il compose avec des pneus qui étaient quasiment finis à un moment donné. Il y a eu un accrochage avec Albon aussi. Albon a eu des propos assez durs envers lui, dire qu'il était un pilote sale. Il y avait un autre mot avant ça que je vous répéterai pas, mais un F sale. Et s'il se représente à côté de moi, ben je vais lui donner. C'est pas vrai que je vais le laisser passer une autre fois. On va dire je vais lui donner un coup. En tout cas, il était pas content Albon. Et puis, faut croire qu'il avait raison parce que la FIA a donné une pénalité. J'ai vu le dépassement de Perez, c'était assez osé là. Il a décidé de se lancer à l'intérieur, il n'y avait pas de place là. Il a poussé Albon. Puis une autre fois aussi, il a failli le mettre dans le mur. Donc, on a décidé de sévir du côté de la FIA. On a donné une pénalité. Après, on lui a enlevé un point de classement. Donc, il termine 4e. Pas 4e, pardon. Il termine avec 4 points. Il aurait dû en avoir 5. On lui en donne seulement 4. Puis on lui a donné une pénalité en temps, mais la pénalité en temps, c'était pas suffisant. Là. C'est Lawson qui a terminé 9e pareil parce que la distance était trop gros. Tu sais, quand on parlait tantôt de dire des fois les pénalités, c'est étrange, c'est pas toujours pareil, il y a les zones grises. Tu sais, on pense à Hamilton qui a sorti Piastri lors de la course à Monza. On lui a laissé tous ses points, puis on lui a donné 5 secondes de pénalité. Puis là, Perez, qui a pas sorti Albon, qui a juste eu un contact avec, ben, on lui donne 5 secondes de pénalité, mais on se rend compte que ça n'a pas un impact assez grand sur sa course, fait qu'on y enlève un point au championnat. Fait que vous voyez, tu sais, c'est dur à dire, la zone directrice, de dire que tu peux sortir un pilote, gâcher sa course, puis tu vas avoir ta position pareille avec juste 5 secondes de pénalité, tu vas perdre aucun point, puis dans le fond, ça va pas avoir endommagé ta course du tout. Puis d'un autre côté, ben, tu peux faire une situation semblable, puis ça va te coûter des points. Donc, vous voyez, c'est encore là, c'est pas juste d'un côté, ça va de tous les sens, c'est dur à vivre. Lawson, encore une très bonne performance. Malheureusement, on n'a pas de comparaison pour Lawson. Je vous en parlais le week-end passé, là, vous allez dire, ben, il est 9e, tant mieux, c'est parfait, c'est une belle performance. Sauf qu'encore, on n'avait pas de Tsunoda. Tsunoda a abandonné au départ à cause d'une crevaison. Ça, c'est bizarre, je comprends pas pourquoi il n'a pas voulu poursuivre. Mais à cause d'une crevaison, on a retiré la voiture chez AlphaTauri. Puis on n'a pas de comparaison parce qu'on compare toujours avec ton coéquipier en F1. Ça aurait été intéressant de voir Tsunoda en piste, savoir, on a apporté beaucoup d'améliorations sur l'AlphaTauri. Que Lawson apporte la voiture où ce qu'elle devrait être, déjà là, c'est très positif s'il est capable de faire ça, parce que c'est ce qu'on demande. Il y a des pilotes qui sont même pas capables de le faire, de dire, c'est une voiture qui devrait être 9e, mais la 9e, mais là, c'est capable de le faire. Sauf, est-ce que c'est une voiture qui devrait être 14e, puis la met 9e? C'est pour ça que ça serait intéressant pour une course, là, ça fait deux courses qu'on n'a pas ça, d'avoir une vraie comparaison avec son coéquipier, d'avoir Tsunoda qui reste là jusqu'à la fin, ben même pas jusqu'à la fin, mais qu'il soit capable de courser, parce que là, c'est rendu que c'est toujours au premier tour, ou même dans le tour de chauffe qui abandonne. Ensuite, Magnussen, on disait, performance, ça descend en course, donc il a fini 10e. Albon, 11e, il y a eu le contact avec Perez. 12e pour Joe. 13e pour Hülkenberg dans l'autre Haas. L'autre Sargent qui a eu un accident tout seul, perdu un aileron, frappé dans le mur. Pas nécessairement encore un très bon week-end pour assurer une place en Formule 1. 14e. Fernando Alonso aussi, difficile. Il a voulu rentrer au puits, puis il a bloqué ses roues. Il a passé de l'autre côté de la ligne, puis il est revenu
pour rentrer au puits, puis ça, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est un 5 secondes automatique. Donc, 5 secondes de pénalité. Après ça, tête à queue. Il a dit que la voiture était pratiquement inconduisable. Donc, c'est ça. Ça n'a pas été super. 15e pour... ça n'a pas été super pour l'ensemble de l'équipe verte. Là. Tout Aston Martin week-end à oublier. Russell, 16e. Frappe de mur à la fin. Le pauvre, il pleurait même en revue. Là, il était vraiment démoli de ce qui est arrivé. C'est ça, il a frappé dans le mur, pauvre George Russell. Valtteri Bottas, 17e. Ocon, 18e. Lui, à un moment donné, son moteur... Bottas a terminé. Puis du côté d'Ocon, même chose. À un moment donné, il faisait des super beaux dépassements. Super bagarre avec Alonso et avec Perez. Puis à un moment donné, moteur Renault, il dit que moi, c'est ici que je termine ma course. Je me rends pas jusqu'à la fin. William, comme vous disait, il n'a pas pris... il a décidé de ne pas continuer après une crevaison. C'est ce qui conclut le Grand Prix de Singapour. Ça a été une course intéressante en 2 temps. Beaucoup stratégique au départ. Après ça, beaucoup d'action à la fin. Mais c'était un Grand Prix que j'ai bien aimé. La fin, on a eu un nouveau gagnant. Les grands perdants, selon moi, ben, grands perdants, on s'entend, là, mais c'est Mercedes qu'on aurait pu avoir beaucoup plus. C'était une opportunité ratée, selon moi, côté équipe. Côté Hamilton, bravo, il a fini 3e. Mais côté l'ensemble de l'équipe, on aurait pu aller chercher un maximum de points, peut-être finir 1er, 2e, ainsi qu'aller chercher la première victoire, être la première écurie à remporter un Grand Prix autre que Red Bull. Maintenant, passons à vos questions que vous nous avez envoyées par l'entremise, notre page Facebook, Messenger, adresse courriel, F1podcast en un mot, @gmail.com. La première question nous vient de Claude de Blainville qui nous mentionne qu'il ne manque jamais nos épisodes. Il les écoute à chaque semaine. Il n'a pas toujours le temps d'écouter les Grands Prix, mais il fait le rattrapage en écoutant F1 Podcast. Eh bien, c'est très, très bien ça, Claude. C'est une très, très bonne habitude à avoir. Et votre question est excellente. C'est combien de pneus Pirelli apporte pour un week-end de F1? Eh bien, vous serez surpris d'apprendre que c'est au-dessus. C'est environ 1800 pneus pour un week-end de course et ça fait un total d'environ 40 000 pneus sur une saison de 22 courses. Donc, c'est assez énorme. Ça fait du caoutchouc. Pas à peu près. Et combien qu'on en dépense pendant un week-end, ou plutôt combien qu'on en gaspille durant un week-end? Eh bien, si jamais il n'y a pas de pluie, si on fait un week-end entièrement dans le sec, c'est un peu plus que 500 pneus qui vont être détruits au bout du week-end. Donc, ce qu'on fait, c'est que pour sauver le transport, on les démolit sur place, on les écrase, puis c'est mis dans des espèces de conteneurs, et puis c'est envoyé au Royaume-Uni dans une cimenterie. Et la cimenterie, ce qu'ils font, c'est qu'eux autres, ils vont le détruire en plus petites particules, puis ils vont le brûler à haute température. Là, vous allez me dire, brûler du caoutchouc, ça ne doit pas être très très bon pour notre couche d'ozone, ça. Eh bien, supposément que le processus ne fait pas de pollution, parce que c'est brûlé à une chaleur tellement intense que supposément que ça ne ferait pas de pollution. Puis on utilise ça pour faire du carburant pour alimenter la cimenterie. Donc c'est une façon. Donc on peut dire que c'est pas vraiment jeté, on peut dire que les pneus sont plutôt recyclés à la fin d'un week-end de course. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que lorsqu'on apporte les 1800 pneus au circuit, ce qu'on va faire pour des grands prix qui sont pas déroulés en Europe. Donc pour vous donner un exemple, quand il y a eu la pandémie, puis on était prêt en Australie à lancer la saison d'F1, Pirelli avait apporté leurs 1800 pneus, puis on avait commencé à les monter sur les jantes. Aussitôt qu'un pneu a été monté sur les jantes, il est calculé usé. Donc, on ne veut pas le réutiliser parce que le redéfaire sur les jantes pour le mettre dans un transport, eh bien, à ce moment-là, ça va donner un choc au caoutchouc et ça va détruire le procédé du pneu. Donc, on ne pourra plus lui faire confiance qu'il va être capable de résister aux applications qu'on va lui demander. Donc, on sait, ils sont soumis à des chocs très importants et à des grandes vitesses. Donc, on ne veut pas prendre cette chance-là. Donc, aussitôt que les pneus ont été installés sur des jantes, si on les a pas besoin pour les défaire sur les jantes, bien, il va être détruit puis il va être envoyé à la cimenterie au Royaume-Uni pour être recyclé. Donc, c'est intéressant à savoir ce qui se passe, par exemple, si on est en Europe, eh bien là, à ce moment-là, ça se peut qu'on décide de les voyager déjà sur les jantes, parce que c'est plus facile côté transport. Mais dans des grands prix éloignés à l'extérieur de l'Europe, on ne fait pas ça. Donc, normalement, en moyenne, un week-end sec, on va recycler plus de 500 pneus. Puis, à la fin d'une saison, eh bien, c'est 40 000 pneus que Pirelli va avoir produits et voyagés pour un championnat du monde de la Formule 1. La deuxième question nous vient de Jillian de Kingston qui nous écrit « Bonjour Martin, j'adore vous lire sur Facebook. J'aime beaucoup vos opinions et vos détails techniques sur la Formule 1. Je suis moi-même une grande fan de l'écurie Red Bull et de Max Verstappen et j'aimerais savoir si vous pouvez m'éclaircir un peu face à la situation sur les nouvelles réglementations. Est-ce que vous croyez que Red Bull est en danger et que c'est ça qui aurait pu occasionner les mauvaises performances du Grand Prix à Singapour? Eh bien,
C'est une bonne question, Jillian, parce que oui, les réseaux sociaux se sont enflammés sur la situation qu'on mentionnait vendredi, comme quoi la FIA va être plus sévère sur la flexibilité des morceaux sur une Formule 1, sur une monoplace. Donc, autant pour le plancher sur la côté flexibilité que sur les ailerons, on a un règlement qui est fixé, puis on pense que peut-être qu'il y en a qui auraient poussé les limites un peu plus loin, donc on va avoir l'œil plus aiguisé au cours des prochaines semaines. Donc, il y en a certains qui se sont empressés de dire, à cause que Red Bull avait un mauvais week-end, on sait comment ça fonctionne de plus en plus. Quand les gens sont pas capables de trouver une explication à ce qu'ils pensent, eh bien souvent on va se tourner vers des théories un peu farfelues pour essayer d'expliquer ce qu'on aimerait que la réalité soit, dans le fond. Donc, il y en a certains que depuis quelques saisons, on essaie de trouver une raison pourquoi que Red Bull est si dominant, puis qu'on a aux écuries, sont pas capables de rattraper nécessairement Red Bull. Donc, aussitôt qu'il y a une théorie qui sort, ben, on essaie de prendre ce raccourci-là, de dire « Ah, c'est à cause de ça ». Mais là, finalement, il y a Ted Kravitz qui travaille pour Sky Sports. Si vous le connaissez pas, ben c'est un gars qui a déjà eu des démêlés avec Max Verstappen, justement, pour avoir des commentaires un peu sévères et pencher un peu plus d'un côté. C'est un commentateur, un analyste britannique, donc c'est sûr que il a tendance des fois à pencher du côté des pilotes britanniques. Il y a déjà même eu un boycott de la part de Max Verstappen qui dit « Je ne parle plus à Sky Sports à cause de ce cas-là ». Mais lui, Ted Kravitz, il a été le premier lors du week-end à sortir sur les réseaux sociaux et dire là, arrêtez avec ça. Moi, je suis dans la ligne des puits. Je vois les Red Bull passer et c'est la même Red Bull qu'il y avait à Monza. Puis c'est sorti de la bouche de Christian Horner. C'est sûr que pour certains, ils vont dire « Ah, ben là, Christian Horner, c'est sûr qu'il ne dirait pas qu'il n'y a pas le même plancher et tout ça. » Fait que Christian Horner l'a dit. Moi, on a la même voiture qu'à Monza. Et Ted Kravitz, qui n'est pas un défendant de Red Bull et il ne porte pas dans leur cœur, il est dans la ligne des puits et il a dit « Écoutez, s'il y avait quelque chose, je serais le premier à vouloir vous le dire, mais je l'ai vu, la Red Bull, puis c'est la même qu'à Monza. » Donc, les nouvelles réglementations n'ont pas affecté la voiture. L'autre chose qu'il faut prendre en considération aussi, c'est que depuis le début de la saison, lorsque Red Bull a commencé cette domination-là, on a souvent voulu poser la question à Christian Horner de dire « Pensez-vous que c'est possible que vous remportiez toutes les courses cette saison? » Il mentionnait toujours « Ah, c'est compliqué, c'est une saison longue, un Grand Prix comme Singapour, un Grand Prix comme Singapour. » Il mentionnait constamment que Singapour consistait à un problème ou un point d'interrogation dans une saison. Donc, c'est pas une surprise. Eux, ils ont les statistiques, ils ont les détails sur les simulateurs. Donc, ils savaient que l'ADN de la Red Bull n'allait pas bien répondre à Singapour. Donc, c'est pas une surprise. Est-ce qu'on pensait que ça serait aussi pire? Je ne crois pas. On pensait sûrement que, rendu sur le côté physique sur le circuit, on trouverait une solution, mais on n'a pas réussi vraiment d'en trouver une. On a réussi à compenser un petit peu. Il y a aussi les Mercedes. Dans les dernières saisons, le Mercedes, on était bon partout, puis souvent on arrivait à Singapour, puis on n'était pas capable, on n'avait pas la même domination sur ce circuit-là qu'on avait sur d'autres. Donc, la réalité en Formule 1, c'est que tu peux avoir une voiture qui est bonne sur beaucoup de circuits, mais tu as souvent des points faibles. Ce qui est un peu anormal des dernières saisons, autant du Mercedes que de Red Bull, c'est d'avoir une voiture avoir si peu de points faibles à travers une saison, d'arriver sur plusieurs circuits et d'être capable de se faire justice. Sauf que souvent, quand tu es bon à beaucoup de places, rendu à Singapour, tu n'es pas nécessairement autant dominant. Ça coupe un peu le côté de la domination, ce circuit-là, à cause qu'il y a énormément de virages, puis beaucoup de virages lents. Donc, c'est tout ça qui rentre en ligne de compte. Même chose aussi du côté de Max Verstappen. Max Verstappen, c'est un gars excessivement rapide en virage rapide, c'est le mot dit, mais lui, il est encore plus. C'est là qu'il va chercher sa vitesse, c'est là qu'il démontre tout son talent. Donc, quand on l'emmène sur un circuit à virage lent, l'écart de son talent versus les autres, elle vient réduire. Ça vient raccourcir l'écart entre les choses. Et c'est la même chose pour la Red Bull. La domination de la Red Bull qui est si rapide en ligne droite, si rapide dans des virages rapides. Quand on arrive comme ça, très peu de ligne droite avec des virages lents, mais la domination vient rétrécir et on ne voit pas la même Red Bull, la même RB19 imbattable qu'on voit ailleurs. Donc, je pense que c'est vraiment un cas isolé. Vous n'avez pas raison de vous inquiéter pour l'instant, Jillian. Je pense que Red Bull va reprendre la forme à Suzuka et on va les revoir très rapide. Faut pas oublier aussi, garder en considération que tous les autres écuries continuent d'améliorer la voiture pendant qu'on passe à 2024 chez Red Bull. Mais on devrait être de retour, là, être beaucoup plus en forme, être capable d'aller chercher une victoire pour Max Verstappen au Grand Prix. Je peux me tromper. Il y a des détails peut-être qu'on n'a pas, mais le détail des nouvelles réglementations et de la flexibilité, pour l'instant, on n'achète pas ça parce que la voiture était pareille comme celle de Monza.
C'est ce qui conclut notre épisode du lundi 18 septembre. Merci d'avoir fait confiance à F1 Podcast. Je vous invite à nous suivre, à cliquer le petit bouton suivre sur Spotify, à nous suivre aussi sur Facebook, à ajouter des mentions j'aime à nos publications. Vous avez droit à des articles à tous les heures de dîner, tous les jours de semaine du lundi au vendredi. Et notre prochain rendez-vous sera vendredi en marge des séances d'essais libres au Grand Prix de Suzuka au Japon avec un horaire épouvantable, là, avec le décalage horaire. Donc on va se coucher tard, on va avoir du plaisir en espérant qu'on ait un bon spectacle, une bonne compétition et sur un circuit qui est hallucinant à voir. Ça donne un spectacle qui est incroyable. Beaucoup de rapidité sur Suzuka. C'était le Grand Prix favori de Sebastian Vettel pendant des années parce que c'est vraiment une place qui donne des images. Là, ça fait travailler une Formule 1 à son maximum. Donc, ne manquez pas ça. Si vous avez la chance d'écouter, il va y avoir des rediffusions aussi là, parce que je sais que c'est pas évident avec les horaires de tout le monde de rester éveillé en plein milieu de la nuit pour voir ça en direct. Donc, il va y avoir des rediffusions. Regardez vos guides horaires pour ne rien manquer. On risque d'avoir un très bon week-end. Donc, d'ici là, passez une belle semaine et on se reparle vendredi pour un prochain rendez-vous de F1 Podcast.